s'agit pour nous de comprendre comment vous êtes entré en collecte, si on peut reprendre cette expression de Jean-Jacques que j'aime beaucoup, de comprendre le quand, de comprendre où, le comment on le précisera peut-être plus cet après-midi, d'approcher ou de nous préciser les motivations qui ont conduit vous, votre démarche. Peut-être aussi de préciser si cette démarche relevait plutôt d'un pas individuel, d'un comportement individuel, ou si au contraire c'est quelque chose qui s'est fait dans un élan plus collectif, s'il a été générateur aussi de constitution de groupes, je pense en particulier aux associations qui sont nées de cet élan-là. Et peut-être aussi de nous préciser si votre démarche, ou si au moment de ces premiers élans, vous étiez conscient que la dynamique était bien au-delà de votre motivation et de votre démarche personnelle. Peut-être avant de vous laisser la parole, on vous a proposé une dizaine de minutes de prise de parole chacun. On le fera de manière évidemment relativement souple, tout en essayant, je vois Jean-Jacques qui de la tête, en essayant de ne pas trop déborder, néanmoins, en tout cas ce matin, parce qu'on a quand même des contraintes horaires auxquelles on ne peut déroger, mais peut-être avant... Oui, mais peut-être avant de commencer ces prises de parole individuelles, un très rapide tour de table, pour le cas où tous les visages ne seraient pas associés à un nom, je ne me rends pas bien compte si c'est évident pour tout le monde ou si c'est nécessaire. On va découvrir au fur et à mesure. Juste les noms et... Je m'appelle Paye Boussière, Caraboissière. J'ai collecté en Auvergne et à l'Automne. Alain Cadéan, j'ai collecté un peu et j'ai fait de la musique depuis 1972. Patrick Lavaux. Yvan Marais, je viens du Val d'Adour-Maritime, une zone qui va de Bayonne à 40 km vers l'est. Françoise était Limousin, un petit peu autour. Pascal Boudy, j'ai fait quelques collectes, et puis on en parlera tout à l'heure, je viens de Brive-la-Gaillarde, encore. Jacques Aubois, musicien et collecteur dans les Landes et en Berne. Amateur. Olivier Pijassou, Périgord, centre. Ensuite, à Roux, Périgord, extrême sud-ouest. Musicien, professeur de musique, conservatoire. Jean Corbefin, retraité du Conservatoire occitan de Toulouse. Julien Rotagemet. Et on en dira plus long tout à l'heure. Marcel Bedachegar, je viens du Pays Basque, de la province de Soule. J'ai fait du collectage de chants traditionnels dans les années 90. Et nous avons donc tout un groupe d'étudiants du École supérieure de Bordeaux. Si ma mémoire et vos visages me parlent bien, on va peut-être éviter de passer dans un par un maintenant. On verra cet après-midi si on a un petit peu plus de temps. Ceci dit, aucun de nous n'est rattaché au École supérieure, c'est presque. Merci. Oui, je vous ai croisé. Oui, ça. Je vous propose d'ouvrir cette prise de parole par la seule femme présente en tant que collectrice dans le groupe. L'acte de collecte serait-il genré? Je ne crois pas. François, si tu veux bien. Alors, je profile des témoins au moment de l'enquête, découverte du terrain, contexte. Et je vais tâcher de ne pas dépasser les 10 minutes. Donc, pour ce qui est du profil, j'ai toujours été passionnée par ce que je n'appelais pas encore chanson et danse traditionnelle. Quand j'étais vraiment petite, c'était juste chanson et danse. Et je les ai pratiquées en colonie maternelle, en patronage, puis après au Louveteau, et puis après aux éclaireurs.
ça a vraiment été mon point de départ. J'adorais ça. Et plus tard, on a appelé ça folklore, mais au départ, ça n'était pas. Dans ma tête, en tout cas. C'est aussi dans le mouvement des éclaireurs que j'ai découvert le folk américain, les musiques des Andes, ça peut être à la fin des années 60. Et parallèlement à ça, j'ai fait des études classiques. J'ai commencé avec mon père. Et je voulais être professionnelle en musique. Donc j'ai fait, après le bac, je suis allée en fac à Marseille, à Aix, parce que j'étais en région stéphanoise. Et mon père était musicien, mes grands-parents aussi, des musiciens populaires. Mon grand-père était au Fifre de Rouen et mon autre grand-père en harmonie municipale de mineurs. J'étais issu d'un milieu mineur. Donc, bien que me disant dès que j'étais en seconde, je pense que j'aurais voulu me spécialiser en folklore, je n'avais jamais entendu parler d'ethnomusicologie, je me suis lancée vers la seule voie qui me paraissait possible en musique, c'était celle de prof de musique en lycée, collège. Donc j'ai fait fac de musique à Marseille puis Aix, parce que ça fermait à Marseille, et ça a débouché sur le CAPES. Et une fois que j'ai eu le CAPES, j'ai été nommée à Limoges par le plus grand des hasards, le plus grand des heureux hasards. Parce que j'ai découvert le Limousin et justement, je me suis dit, moi qui suis passionnée de musique traditionnelle, c'est exactement la région qu'il me fallait. Donc, j'ai commencé une carrière quand j'ai découvert les tristes réalités de l'enseignement au collège, de prof de musique, mais en même temps, j'ai d'abord connu en Limousin le milieu de la FOL, c'est-à-dire j'ai participé à des stages de danse autour du violon avec Claude Élou Flagel. C'était vraiment une découverte qui a été importante, des années. Et puis plus tard, j'ai découvert, un an ou deux plus tard, le milieu des collecteurs. Il y avait le disque violonneux corésien qui était paru en 79. Bon, j'en ai eu connaissance, je pense, en 80 ou 81. Et à ce moment, je me suis dit, moi qui avais fait des études de violon classique, voilà le sujet qu'il me faut pour faire une maîtrise. Parce que j'avais commencé à Aix une maîtrise sur le violon écossais, et je m'étais rapidement rendu compte que l'Écosse étant loin, un mois de terrain, ça ne suffisait pas du tout à faire un travail sérieux. Donc, je me suis mise un petit peu dans le sillage des premiers collecteurs, qui étaient essentiellement des Lyonnais. Un petit peu, il y avait un Parisien anglais qui était John Wright aussi, qui était passé par là. J'ai analysé ce qu'ils avaient déjà enregistré. J'ai fait 2 nouveaux enregistrements. Et donc j'ai présenté un mémoire de maîtrise à Paris-Sorbonne, puisque ça avait été... c'est là qu'on me l'avait accepté. J'avais proposé le sujet à différentes facs. Et puis plus tard, j'ai fait un DEA en ethnologie. Je sentais des lacunes sur le plan ethnologique. J'ai eu la chance d'avoir une bourse en 83-84. Donc là, je suis allée à l'école des hautes études à Paris. Et j'ai commencé une thèse aussi avec Marie-Marguerite Pichonnet-André, dont François nous a parlé. J'ai laissé tomber pour diverses raisons. D'une part, la raison principale, disons, c'est qu'on commençait de mettre en place l'enseignement de la musique dans les conservatoires et que ça m'a paru beaucoup plus intéressant de passer le CA de musique traditionnelle que de poursuivre une thèse qui en plus me mettait en porte-à-faux. La thèse, je l'avais faite sur les groupes folkloriques et je me suis rapidement aperçue qu'une partie de mon public à venir du conservatoire risquait d'être surpris par les découvertes que je faisais progressivement dans le milieu des groupes folkloriques et de l'artificialité totale de leur répertoire finalement, alors que je m'imaginais y trouver des sources que je n'avais pas encore découvertes. Donc j'ai fait cette formation et passé un DE en ethnologie
qui était en ethnomusicologie. Et puis après, je me suis inscrite dans le mouvement des musiciens routiniers, qui était d'abord une association nationale, puis qui s'est scindée, je crois, en 82. En 82, il y a eu l'association des musiciens routiniers du Limousin. J'avoue que j'ai eu des difficultés quand même à mettre la main sur les collectes. Avant mon mémoire de maîtrise que j'ai présenté en 83, il y avait une certaine méfiance, une certaine rétention des documents dont on parlera sans doute. Et puis, une fois dans le mouvement des musiciens routiniers, qui est devenu musicien routinier du Limousin, il y a eu une dynamique là, au milieu des années 80. On a acheté une caméra vidéo VHS, c'était le tout début, ce qui a permis des collectes sur la danse qui n'avaient pas été faites jusque-là. On était plutôt dans des collectes sonores. Et bon, pour ce qui est de la dynamique, pour moi, elle s'est faite avec des compagnons de recherche plus que dans le milieu associatif, donc on y reviendra peut-être, au coup par coup. Et le fait d'être inscrite dans le département de musique traditionnelle du conservatoire, ça m'a donné une visibilité, une crédibilité large, et aussi beaucoup de relais. C'est les élèves qui m'ont dit à tel endroit, il y a telle personne d'intéressant, j'ai repéré un danseur, j'ai repéré un chanteur, j'ai repéré un musicien. Donc j'y allais au coup par coup avec eux. C'est comme ça surtout que les choses se sont construites. Quand je me suis vraiment lancée dans la collecte, je pense que les premiers collecteurs, ceux qui étaient passés sur le terrain limousin en tout cas, mais bon, je me suis intéressée évidemment à l'Auvergne ou Pourtour, à la fin des années 70, mais non, à partir de 75 même, c'était un peu arrêté. Donc j'ai mené une aventure un petit peu quand même solitaire, mais entourée de tas d'amis au coup par coup. Voilà, je crois que j'ai répondu aux différents axes qui avaient été proposés. Un grand merci à toi et merci aussi pour le respect du timing. J'ai tenté d'organiser ces prises de parole et voulant voir si on pouvait faire une cohérence dans un parcours que j'ai dessiné dans cette vaste région. Ça, on va vite voir ensemble que ça ne tient absolument pas, puisque vous travaillez sur des régions tellement proches mais tellement différentes qu'il est bien difficile d'établir quelque chose qui soit assez cartésien là-dedans. Et puis le domaine sur lequel on travaille, nous savons tous, à tout sauf des caractéristiques cartésiennes. Néanmoins, on peut essayer de rester sur le Limousin et sur cet aspect plutôt oriental du Limousin avec Pascal. D'accord, donc je suis Pascal Goudy, moi je suis né dans un tout petit village de Corrèze dans lequel il y avait à peu près un accordéon diatonique dans chaque maison, ou au moins toutes les deux, puisqu'on était très proche de la fabrique de Denis, qui était une fabrique historique. Donc moi je me suis retrouvé à acheter un accordéon dont j'ignorais totalement qu'il fût diatonique. Chez nous il y avait les petits et les gros à l'époque. Ça se passe en 74-75, c'est drôle parce que je vois plein de jeunes ici, ça va les faire marrer. Donc j'ai acheté un accordéon un peu par hasard, il se trouvait qu'il était en si bémol, mi bémol, il y avait 6 voix, donc on s'enrhumait chaque fois qu'on appuyait sur une touche. Et dans mon village, il y avait 2 anciens qui jouaient de l'accordéon diatonique, enfin du petit accordéon. Si pour l'anecdote quand même, il y avait chez De Denis, ils vendaient très souvent, et j'étais surpris de le voir après, ils vendaient des jeux de sommier, c'est-à-dire vous achetiez un accordéon, et vous aviez dans le même, avec cet accordéon, était livré la version chromatique, c'est-à-dire qu'il y avait toujours les 21 touches 8 basses, mais vous aviez les sommiers à droite, qui permettait d'avoir un clavier chromatique, donc la grande distinction chromatique diatonique et tout ça, à l'époque en 74, c'était un peu plus compliqué. Donc j'ai acheté cet accordéon et puis j'ai commencé à jouer l'eau vive, des choses comme ça, comme tout le monde. À l'époque en tout cas, il n'y avait pas YouTube, donc pour accéder à du répertoire c'était pas commode, et dans mon village il y avait 2 vieux qui jouaient de l'accordéon, donc j'ai commencé à jouer avec eux. Enfin, essayer d'aller apprendre pour du répertoire, et ça c'était galère parce que ni eux ni moi ne savions qu'il y avait des tonalités. Donc, j'essayais d'apprendre, notamment avec M. Buffière, qui se mettait dans tous ses états, parce qu'il avait un accordéon, je l'ai su après, qui était en larré. Ici, il y a plein de gens qui sont des musiciens, donc vous imaginez bien qu'il m'apprenait un air, je le jouais, quand moi je le jouais tout seul, c'était nickel. Et quand on le jouait ensemble, il me disait, ça va pas, tu le joues faux, passe-moi ton accordéon. Et on échangeait d'accordéon, vous comprenez bien que le résultat il était absolument identique.
Voilà, donc ça a été le, le substrat. Donc on est en 75. Petit à petit, je décide, pour apprendre du répertoire, d'aller voir d'autres gens. Donc j'ai écarté mon champ de recherche aux communes à côté. Mais vraiment, on reste au niveau du canton. Et donc j'ai acheté un magnétophone, Radiola, avec un micro incorporé, et une cassette. Et ça, c'est vachement important de savoir que j'avais une cassette, parce que j'ai enregistré des dizaines d'heures de musiciens, mais tout sur la même cassette. C'est-à-dire que j'allais voir le père Machin, j'enregistrais des chansons, je rentrais chez moi, j'apprenais les chansons. Une fois que je les savais, je notais 4 mots, enfin le début du texte, souvent des choses comme ça, parce que je ne connais pas la musique, je ne suis pas musicien d'oreille, j'étais. Et j'allais voir un second musicien, et je réenregistrais sur la bande sur laquelle j'avais enregistré. Donc vous comprenez bien qu'aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose de tout ça. Bon, petit à petit, je gagnais un peu d'argent, donc j'ai acheté d'autres cassettes, hein, rassurez-vous. Voilà, je ne sais plus où j'en suis du plan dont il fallait parler. Voilà, puis petit à petit, je me suis intéressé, mais toujours pour accéder à du répertoire. En fait, il n'y avait pas du tout... c'est rigolo de parler de ça ici aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas du tout cette idée, chez moi en tout cas, et moi j'étais un petit gars de la campagne, il n'y avait pas cette idée que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a des gens qui pourraient être intéressés par ce que j'avais enregistré. Donc j'ai étendu mon périmètre, et puis ça jusque dans les... Donc j'ai participé à quelques groupes, on faisait des animations, on faisait du bal, on faisait toutes les activités des groupes à l'époque. J'ai croisé Françoise Été quand elle est arrivée de, je sais pas où, là, à Limoges, quand tu es arrivé au début de ces années-là. Voilà, donc ça a été jusqu'en 85 à peu près. Je faisais pas beaucoup d'enregistrements. En fait, l'essentiel de ce que j'ai fait, ça datait c'était au début des années 80, ou même fin des années 70. Ensuite, il y a eu une grande interruption, donc j'ai continué à pratiquer le diato, mais dans d'autres cadres, enfin, parce que c'était très compliqué, le milieu en Limousin en tout cas, mais je crois que c'est pas propre au Limousin, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de conflits d'intérêts, beaucoup de... Voilà, donc moi ça m'a un petit peu saoulé, donc je me suis retiré de ça, j'ai fait des gosses, j'ai retapé des maisons, enfin j'ai fait autre chose. En pratiquant quand même, j'étais musicien dans une troupe de théâtre, on a fait des choses comme ça, mais c'était plus trop du trad. Et en 99, j'ai participé à monter l'Institut d'études occitanes du Limousin, et là on a recommencé à faire des collectes. Et là, ça m'a vraiment intéressé. Donc la recherche, c'était sur la linguistique. Je me rappelle d'un échange avec Françoise où je lui disais que je pensais qu'il était vraiment trop tard. Et elle m'a répondu, ce qui m'a donné un peu de courage, que demain, il serait encore plus trop tard. C'était très joli. Voilà, et je me suis rendu compte, donc, fin 90, début des années 80, qu'il y avait encore plein de choses à collecter. Et là, donc, c'était un autre type de collecte. Donc, c'était une collecte très documentée. On avait bossé avec... Pierre Bedel en Aveyron pour essayer de chercher des thématiques de collecte. Donc là, on avait du matériel. Alors au début, mini-disque, et puis ensuite du matériel comme celui qui est ici dans cette salle. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci. J'essaie de rester dans ma logique. Donc on reste sur ce côté oriental du Limousin et on commence un petit peu à descendre sur un peu plus dans le sud. Je verrai, ça me va maintenant? Voilà. J'ai vécu en Auvergne à partir des années 72 à peu près. Et à ce moment-là, j'ai rencontré des gens qui s'intéressaient à la musique et qui avaient fait de la collecte aussi. C'était des Lyonnais. Et j'ai rencontré aussi des personnes qui étaient très connues, notamment une dame qui s'appelait Loca Sairo, Madame Louise Recher, voilà, Louise Recher. Et donc, voilà, j'ai trouvé un moment, on a toujours, avoir une petite partie de conneries en soi, quoi. Je me suis dit, bon, les Lyonnais, ils collectent, là, ça c'est à nous, il faut qu'on le fasse aussi. Voilà. Puis après, bon, les Lyonnais, ils étaient quand même des types très chouettes, quoi. Et donc j'ai fait de la collecte en Auvergne, moi aussi, mais sans avoir
sans que personne m'ait dit tu feras comme ci, comme ça, et pas autrement. Donc j'ai fait comme j'ai pu. J'ai enregistré un violonneux qui s'appelait Antonin Chabrier, et qui a été publié par la suite. Tout ce qui avait été recueilli a été publié. Et puis, bien sûr, j'ai enregistré la Casailo et d'autres personnes. Alors, ma motivation au début, elle concernait elle découlait de mon entrée en occitanisme. Voilà. Et donc, quand j'ai collecté au début, je ne prenais pas ce qui était en français. C'est dommage, quoi. Mais d'autres l'ont fait. Bon, voilà. Et quelques années après, vers 77-78, je suis revenu dans ma région d'origine, le Lot-et-Garonne, et là j'ai été missionné par une personne qui s'appelait Claude Ponce, qui était un animateur d'une région qui s'appelait les 4 cantons du Haut-Agenais, et qui avait questionné Pierre Corbefin, je crois, pour trouver quelqu'un qui pourrait faire de l'enquête dans la zone de ces 4 cantons du Haut-Agenais. Et donc je suis revenu, c'est à ce moment-là que je suis revenu dans le Lot-et-Garonne, et j'ai fait une enquête où il y a eu quand même beaucoup de choses. C'était censé porter surtout le conte, les pratiques festives, un peu tout, quoi. Je réunissais les clubs du 3e âge et j'enregistrais. Voilà. Et donc cette collecte par la suite a été numérisée par le Conservatoire occitan, et il est au Conservatoire occitan. Et voilà. Alors ce que je veux dire, moi, avec un regard porté sur ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que pour moi, ça a été comme un voyage extraordinaire, ce truc-là. J'ai rencontré des gens magnifiques, quoi. Généralement magnifiques. Mais c'est peut-être dans ma tête maintenant que c'est comme ça. Mais, ils étaient magnifiques. Certains m'ont beaucoup marqué. Notamment une personne qui s'appelait Félicien Bauvier, et qui était chantre aussi, et que je devais enregistrer en tant que chantre, mais comme ce n'était pas la saison, on l'avait remis à plus tard, et puis par la suite, après, son épouse est morte et on n'a pas pu enregistrer ça. Voilà. Ensuite, oui, un voyage sans beaucoup se déplacer. Voilà. Et autre chose aussi, puisque je dis à peu près ce qui me semble avoir compris finalement de moi par rapport à ces collectes-là, j'ai eu la chance, mais ça c'était tardif, j'ai eu la chance d'assimiler sans comprendre ce que j'ai enregistré. C'est-à-dire, j'enregistrais sur un magnétophone, un UR, et ensuite je le transférais sur des cassettes, et dans la voiture je mettais la cassette. Et finalement j'ai presque tout appris de ce que j'avais enregistré à partir de cette méthode-là. Et c'est par la suite que j'ai chanté sans y attacher trop d'importance. Alors, oui, j'ai noté là qu'il y a eu une partie désastreuse, c'est que si j'avais eu une méthode, j'aurais peut-être mieux fait, sans doute. Et puis il y a des choses qui ont été mal enregistrées. C'était fait à la va-vite un peu, je le regrette beaucoup, ça. C'est-à-dire, il y a des personnes que j'ai vues, c'était magnifique, mais je les ai vues qu'une fois, quoi. Maintenant, c'est trop tard. Alors, par la suite, j'ai fait une autre collecte
j'ai été mandaté par une communauté des communes pour faire un état de la mémoire, grâce au site et à l'intermédiaire de Pierre Corbefin, je crois. Et là, c'était au début des années 2000, en 2003-2004, et je suis tombé sur une autre époque, c'est-à-dire il y avait eu une érosion presque totale par rapport à ce que j'avais entendu entre 78 et 82 ou 3. J'oublie aussi une enquête que j'ai faite sur le secteur de Montcrabeau, en Gascogne à Genèse, où j'ai rencontré aussi des gens magnifiques. Enfin, voilà. Et là, qui était le commanditaire? Le commanditaire, c'était la Fédération des œuvres laïques du Lot-et-Garonne. Ce nom qui a disparu. Ton entrée en occidentalisme, en fait, c'est en Auvergne? Oui, en Amérique latine. Et en Auvergne après, oui. Oui, d'accord, donc tu avais déjà ça oui, ça, en oui, toi oui, quand oui, tu oui, allais en oui, Auvergne, oui. et puis la connecter à la musique par l'intermédiaire des Lyonnais. Des Lyonnais, et puis aussi du fait que, bon, à la maison, chez moi, dans le Lot-et-Garonne, on ne chantait pas, les gens avaient chanté, mais, alors qu'en Auvergne, quand même, il y avait beaucoup de gens qui chantaient. Donc, en ce qui concerne cette démarche, quelque chose initié sur la spontanéité, qui s'est poursuivi dans des cadres organisés, puisque des commanditaires au niveau des collectes, qui met également en relation avec ce que seront la mise en place des institutions, puisqu'il a été question des conservatoires occitans. Ça, c'est très postérieur, ça. Je crois que Pierre nous en parlera, du moins, j'imagine. Néanmoins, sur cette même, entre guillemets, zone géoculturelle, la démarche d'Alain, est-ce que tu peux nous préciser? Bon, je vais essayer. Moi, je suis musicien complètement autodidacte. J'ai fait 2 ans de musique en 4e et 3e au collège il y a très longtemps, à l'époque où la flûte à bec n'avait pas encore écouté plein de gens dans la musique, donc c'est vraiment très très basique ce que je connais. Donc je suis né dans une famille de paysans dans le sud du Lot-et-Garonne, c'est-à-dire dans le nord de la Gascogne, où à moi on ne parlait que français, mais mes parents entre eux parlaient français aussi, mais quand ils s'adressaient à leurs parents, ils parlaient ce qu'on appelait à l'époque le patois. Donc ça s'est passé comme ça, je ne connaissais rien à la musique, et à la fin des années 60 ou début 70, je crois comme Françoise l'a dit, il y avait des flûtes indiennes à la radio, et c'était des sons qui se démarquaient beaucoup, d'après moi, de tout ce qu'on entendait habituellement, la variété, le rock'n'roll, etc. Donc ça m'a intéressé, et c'est la première approche que j'ai eue, enfin, le premier contact avec des musiques traditionnelles. Donc, j'ai eu une flûte à bec, j'ai eu une guitare, j'ai un peu bricolé la musique plus ou moins tout seul. Et un jour, un copain du lycée m'a dit, tiens, ce soir, demain soir ou samedi soir, il y a un groupe folk à Montflanquin, au Lot-et-Garonne, qui s'appelle le Grand-Mère Philippus Folk, qui va jouer. Donc j'y suis allé, sans savoir bien ce que j'avais, et là je suis un peu tombé de la chaise, parce que c'était des gens qui jouaient de drôles d'instruments, de la vielle à roue, du dulcimer, de l'accordéon diatonique, le mélodéon même. Et là, alors, c'était le choc culturel, les flûtes indiennes étaient reléguées en arrière. Donc ces gens-là faisaient de la musique traditionnelle, faisaient partie du mouvement revivaliste. Et comme répertoire, ils avaient des chansons québécoises, en général, presque toutes les chansons étaient en français, des mélodies bretonnes, écossaises, cajun. Et ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, bon sang, ces gens, je ne savais pas d'où ils étaient, mais ils s'approprient le répertoire d'un peu partout, c'est pas mal. Et c'est dommage que chez nous, on n'ait rien. Je ne sais pas si ça a existé, je sais pas, rien, zéro, le néant.
à peu près à la même époque, j'ai croisé Marceau Esquieux, un occitaniste de Lot-et-Garonne, qui organisait des soirées occitanes. Et là, j'ai vu des amateurs, très amateurs, dans tous les sens du terme, massacrer des chansons plus ou moins folkloriques, des poèmes de Jasmin mis en musique. Ça m'a intéressé, mais pas plus que ça. Et je ne sais plus comment, un jour, je suis tombé sur un disque des ballets occitans de Toulouse, où il y avait en photo, à l'intérieur de la pochette, une cornemuse landaise. Une cornemuse existe aussi en Gascogne, les chansons existent aussi. J'ai eu des contacts avec le Conservatoire occitan, avec Maurice Roux à Saint-Martin. Je raccourcis, tout ça se passait un peu de mois, mais maintenant ça me paraît très long. C'était très sévère dans le temps. Et avec le groupe, parce que oui, à la suite de cette rencontre avec le grand-mère Funibus Folk, avec des copains, on a monté un groupe qui s'appelait à l'époque Perlin Pimpin Folk. Et au tout début, donc, on faisait un peu le même répertoire que ce groupe folk, c'est-à-dire quelques chansons cajun, québécoises, quelques mélodies de, je me souviens plus trop où, et quelques mélodies gasconnes quand même, parce que je savais que, je me souviens plus depuis quand, mais je savais que le rondeau, par exemple, était une danse gasconne. Mon grand-père me sifflait un rondeau, je me souviens. Et donc petit à petit, j'ai eu des contacts avec la musique de la région, avec le Conservatoire occitan, grâce au Conservatoire occitan, à Maurice Roux de Saint-Martin, à des vieux bouquins qu'on a trouvés, certains bouquins de collectage comme Arnaudin, de compilation de collectage comme, comment ça s'appelle, Guillaumy, dans les années 30 ou 40, là, un peu pétinisto-folklorique. Et donc, dans le groupe auquel j'appartenais, on a monté un petit répertoire de musique traditionnelle. Et on essayait, je ne sais pas trop pourquoi, mais de se réapproprier ce répertoire gascon que j'ai découvert relativement sur le tard. Gascon ou occitan, enfin, dans la grande Gascogne. Même plus. Ouais, on est allé jouer, grâce à Pierre Boissière en Auvergne. Donc on devait jouer quelques heures au dernier. Je ne sais plus où j'en étais. Le collectage dans... Alors le collectage, oui. J'arrive. Donc à la suite d'un bal organisé par Maurice Roux et le Conservatoire occitan, peut-être je me souviens plus très bien, à Saint-Martin, on a rencontré deux musiciens, Léa Saint-Pé et Ernest Burde, et on a fait des balles ensemble. Et donc on les a enregistrés pour apprendre leur répertoire, on s'appropriait, et on s'est dit, bon sang, il doit y avoir d'autres musiciens ailleurs. On en a trouvé. Quand je dis oh, c'est les membres du groupe, hein, c'était assez informel, il y avait Marie Brunat, Jean-Pierre Calzade, Marc Perron aussi à l'époque. On est allé dans les Landes, dans le Gers un peu, mais surtout dans les Landes. Et donc c'était pas une recherche ethno-musicologique, c'était plus une recherche de répertoire, pour pouvoir faire danser les gens, pour chanter aussi. On a surtout trouvé des joueurs, des instrumentistes, des vielleux, des accordéonistes, et qui nous ont transmis leur répertoire de danse. Ça c'était le plus facile et le plus courant. Après le répertoire d'autres musiques qu'on faisait, on jouait dans les concerts plutôt, les chansons c'était plutôt du répertoire qui avait été fait bien avant par Félix Arnaudin, par les gens que j'ai cités tout à l'heure. Donc notre but au tout début c'était quand même du répertoire et sans aucune méthode. Avec 2 ou 3 cassettes, on n'avait pas qu'une cassette, mais c'était pas beaucoup mieux. Des magnétophones à cassette, avec un fil et un micro qui se dessoudait, qui marchait mal. Quelquefois on rentrait chez nous, il y avait un petit coup. C'est dommage. Ben, c'était comme ça. Le lien avec Arnaudin, il se faisait parce que vous demandiez le répertoire qui était publié par cette collègue Non, le répertoire avec Arnaudin, on a découvert au Conservatoire occitan, il y avait le tome 1 et unique, je crois, à l'époque. 1912, janvier 21, 1912. D'Arnaudin, et ça nous a beaucoup intéressé. Et après, il y a eu d'autres rééditions. Et puis on cherchait des bouquins, on cherchait un peu tout.
Je ne sais plus trop quoi vous dire. Et une question, entre le moment où tu rencontres, tu vois le groupe, donc Grand-mère fait une nuit folle, et la création de Perlin Pimpin, il se passe combien de temps Quelques minutes. Quelques mois, quelques semaines. Oui, c'est ça. Là, on fait défiler plein de choses, on se dit ça s'est passé sur 10 ans. Et la collecte est de postérieure de combien finalement Et les collectes ont commencé le plus tôt possible, je ne sais pas, 72, 13, 14, jusqu'en les années 80, 83, avec 10 ans, je ne sais pas à peu près, entre 80 et 85. Je suis en tête pendant que je l'ai à l'Institut, et du coup le disque avec les ACMP et Ernest Lourde, c'est... Le disque des chansons de Rondeau à Saint-Martin, il se fait dans la foulée quand vous les rencontrez, un peu après. Un peu après, c'est un peu plus tard, 77 je pense, ou 16, je ne là. Oui, c'est ça. Alors, on cherchait du répertoire, mais la chance qu'on a eue, c'est quand même d'avoir fait de nombreux balles avec Ernest Lourde et ACMP, et en plus de répertoire, ils nous apprenaient leur façon de jouer. Et, leur façon, c'est difficile à expliquer, mais il y a une façon de jouer qu'on n'avait pas avant et qu'on a gardé après, j'espère, surtout dans les façons de jouer le rondeau. Parce que jouer un rondeau à partir d'une partition, si on ne sait pas danser, et si on n'a jamais vu, entendu le rondeau comme ça se faisait autrefois danser, jouer, c'est des choses qu'on passe à côté un peu. On va faire les notes, on va faire le rythme à mesure, mais on va avoir la cadence comme ça. Là, c'était donc une collecte qui était directement mise en pratique par le fait de faire danser dans les minutes qui suivaient, si j'ai bien compris la densité et la rapidité avec laquelle... Tout à l'heure, j'ai parlé de la cornemuse hollandaise que j'avais découverte sur un disque des ballets occitans. J'en ai croisé une. La première, c'était au Conservatoire occitan, c'était la cornemuse qui venait du musée Paul Dupuy. Et après, on est allé à la recherche d'autres cornemuses dans les Landes. Et la première qui a été trouvée, je n'étais pas là, c'est Pierre Corbefin, je crois, avec Jean-Pierre Casade, à Bourriot-de-Bergos, dans le musée qui s'appelait Jean Blanchard, je crois, mais qui était mort depuis longtemps. Et donc, ce qui m'a passionné... Cornemuse aussi. Comment Cornemuse aussi. Ce qui m'a passionné, c'était de refaire jouer cette cornemuse qui n'avait plus joué depuis les années 30 ou 40, je ne sais plus. Bon. Et maintenant, il y a plusieurs centaines, je crois, de cornemuses hollandaises. La cornemuse que tu as refaite, toi, c'était laquelle? Celle de Paul Dupuy ou celle de Blanchard? Celle de Paul Dupuy, je j'avais... Tu as dû prendre les mesures de celle de Paul Dupuy? Oui. J'avais aussi après pris les mesures de celle de Jean Blanchard, et alors après, C'était une métisse. Non, mais je là, voulais faire une cornemuse qui puisse jouer avec un accordéon. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc j'ai rien changé à part le dimensionner tout. Ah. Bon, j'ai respecté la longueur et j'ai recopié des anches, et puis bon, si c'était en bas, en do un peu bas ou un peu haut, ça rangeait pour jouer. En fait, on n'avait aucune recherche, aucune prétention avec nos graphiques, comme on dit. On voulait faire de la musique qui fonctionnelle, qui allait jouer, c'est-à-dire plus ou moins tempérée, plus ou moins accordée, avec les accordéons, les violons. En fait, au départ, tu as refait la copie des anciennes, et tu t'es rendu compte qu'avec des trous plus grands, et tu t'es rendu compte que ça marchait pas bien. Je ne sais pas trop de quoi je me suis rendu compte, je ne savais pas fabriquer les cornemuses. Non, mais je ne savais pas fabriquer les anches. Ouais. Donc entre les perces et les anches, il y avait plein de paramètres, et puis on se débrouillait pour arriver à avoir des rémissions de sido. Non, mais le truc, c'est qu'on les a retrouvés, donc il y a le témoignage de tes erreurs. Vous avez retrouvé quoi? Les gens des vieilles cornemuses qui ne marchaient pas, quoi, qui marchaient pas bien. Enfin, qui étaient les copies exactes des anciennes, et qui de ce fait n'étaient pas tempérées, donc ça ne marchait pas. Et c'est là où tu as viré. Et moi, tu m'as acheté une des premières qui était tempérée, et que j'ai utilisée, qui marchait très bien. Je vais dépasser mon temps de parole. Ça pour l'apéro, Jacques. Ça pour la garde. Par contre, là, le collectage a essentiellement été centré sur le côté chant, musique, c'était pas récipi, c'était pas les autres aspects de la culture. Non, c'est des chants musique. C'est des chants musique. D'accord. Les chants musique.
Et danse. Et danse, oui. Qui était évidemment sous-entendu puisque... Bon, sur la cornemuse, on en parlera cet après-midi. Parce que... Oui, il a été question à plusieurs reprises du Conservatoire occitan. Je te propose, Pierre, de prendre la suite de cet échange. Alors, pour moi, faire le terrain, ça commence très tôt, mais sans que je m'en aperçoive vraiment. Mon grand-père paternel et mon père jouaient du diatonique. J'ai gardé le François de Denis de mon grand-père. Une rangée de basses, de boutons. Dans mon enfance, les premiers airs, pas les premiers airs, j'ai entendu des airs de rondeau que jouait mon grand-père, repris par mon père quelquefois, mais mon grand-père surtout, qui ne jouait que des rondeaux. Pour moi, il n'y avait rien d'extraordinaire. Sinon que sa musique s'accompagnait de récits de sa jeunesse, puisqu'il avait joué... J'affirmerai pas qu'il avait fait danser. J'ai longtemps dit qu'il avait fait danser pour faire le malin, mais j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. En tout cas, il jouait du diatonique, c'est sûr, et des rondeaux, et il m'a parlé des fêtes du Mas d'Agenais où il allait quand il était jeune, des rondeaux qu'il avait vus, etc. Récit relayé par mon père qui, lui, tout petit, avait vu aussi des rondeaux à Montclar d'Agenais et m'en parlait aussi. Ce sont des souvenirs très vagues dans les détails, je veux dire. Pour ce qui est de la chorégraphie, etc., pas du tout. Mais par contre, ce que ça a laissé en moi, ce sont l'imaginaire. Puisque ces premières rencontres musicales, c'était aussi des rencontres avec la danse, mais sans images, enfin sans réalité, uniquement avec des images que je portais en moi, qui se sont réveillées plus tard. Ça, c'est la première... premier événement que je voulais citer. Plus tard, quand j'ai eu le bac, je suis parti au Pays Basque. J'ai passé 3 ans, je voulais aller au Pays Basque. J'y avais fait des colonies de vacances, j'avais été très frappé par ces gens et par la façon dont ils n'avaient rien cédé sur l'essentiel de leur culture, la langue en particulier. Mais pas seulement la langue. Musique, chant, danse, jeu, etc. Je m'étais inscrit à la fac de Bordeaux. J'y allais pas souvent. Au point qu'en 1963, j'ai décidé de partir à Toulouse pour essayer de faire des études plus sérieuses. J'ai quitté le Pays Basque un peu pour des raisons sanitaires, parce que la fête au Pays Basque, c'était éprouvant. À la longue, ça peut être très destructeur si on ne fait pas attention. C'est une parenthèse. J'arrive en 1963 à Toulouse et quelques jours après, je tombe sur une affiche. Les ballets occitans de Toulouse recrutent des danseurs et des chanteurs. Ça, pour moi, c'est un moment capital parce que j'étais revenu du Pays Basque en me disant, eux, ils ont tout conservé et nous, on a tout perdu. Et là me revenaient les récits de mon grand-père. Il avait vu dans son enfance des choses qui avaient complètement disparu, mais qui existaient toujours chez vous. Et ça m'a mis dans un état de grande frustration, de grande colère, bref. Je me suis dit, il faut que je rentre au Ballet Occitans, que j'apprenne, puisque cette troupe met sur scène des danses et des chants du Pays d'Oc, je vais pouvoir au moins savoir ce qui a pu exister chez nous, etc. Et je rentre au Ballet Occitans fin 63, j'y apprends à danser, à chanter, je vais assez vite parce qu'on a peu de temps, mais de toute façon, bref. Quelques dates importantes à la suite de ça, qui sont toujours dans la logique de vers le terrain. En 64, on joue à la fête des châtaignes à Sauveterre de Rouergue, nord de l'Aveyron. Après notre prestation, deux ou trois musiciens investissent la scène, accordéon diatonique, cabrette, la population se met à danser. Je vois des mecs danser des bourrées, une beauté extraordinaire. Comme au Pays Basque, sur d'autres répertoires, mais je veux dire, des gens qui, quand c'est la fête, hop, ils se réinvestissent des choses qui sont complètement de leur culture. Là, je suis revenu de cette fête avec la conviction que, de plus en plus forte que nous, par contre, on avait tout perdu. Mais que, bon,
peut-être que dans la mémoire des plus âgés, etc. Autre date importante, je pars au service militaire en 1965. C'est rigolo, la transition est rigolo. À Saint-Mexan, en Poitou, département des Deux-Sèvres. On crapahute un jour sous une pluie battante et à l'entrée d'un hameau, je vois une petite affiche sur un arbre, samedi prochain, soirée de, je ne sais pas si le mot de collectage figurait, mais en fait, il était indiqué que André et Yves Paché allaient réunir les gens de ce hameau pour parler avec eux des danses, des chants et des musiques. Je note la date, j'y vais le samedi soir en question, j'étais à 10 km. Ouais, bon, je participe à cette soirée, c'est la première séance de collectage à laquelle j'ai assisté de ma vie. J'ai vu des gens remarquables. André Paché est un type qui m'a beaucoup impressionné. Yves aussi. Et pendant toute cette soirée, ils ont mis un groupe de 20-30 personnes en situation. Ils leur ont joué les mélodies de leur jeunesse. Ces gens se sont mis à danser des avant d'eux, etc. Je pense qu'ils avaient du matériel d'enregistrement, au moins de son, d'image, je ne suis pas sûr, peu importe. L'image, probablement pas, mais son, oui. Son, oui. Ouais. Et ça, voilà, aussi un moment qui m'a marqué, parce que je me suis dit, mais on peut, nous aussi, peut-être, essayer de revivifier la mémoire des gens de chez nous, puisque ces gens qui, il faut le signaler, n'avaient pas, pour certains d'entre eux, dansé depuis 30 ou 40 ans, avaient dansé, et c'était convaincant, c'était beau, c'était... Il faisait état d'un patrimoine et d'une présence sur ce patrimoine qui était pour moi tout à fait confondante et très stimulante. En 1968, c'était en 66, l'hiver 66. En 1968, je deviens chorégraphe des ballets d'Occitan parce que le chorégraphe titulaire s'en va et le jeu des circonstances fait que je deviens chorégraphe, titre totalement usurpé pour ce qui me concerne. J'ai eu ma formation à l'époque. Je dis ça parce que ça me permet de rentrer dans l'équipe dirigeante de cette troupe. Françoise Dague, qui l'avait fondée, Auguste Doriac, directeur musical, un peu plus tard Hubert Poirier, administrateur. Je dis ça parce que en 69, suite à une nouvelle rencontre avec André Paché, on avait monté un spectacle, je crois que tu l'as vu, au Théâtre Soirlou. Et André et Yves Paché avaient fait le déplacement depuis le Poitou pour venir voir ce spectacle. Ils avaient eux aussi fondé, à l'époque, ils étaient en train de fonder, ou elle était déjà fondée, l'UPCP, l'Union pour la culture populaire en Poitou-Charentes. Et ils avaient des ballets poitevins, des pibolous, qui étaient très très proches dans leur démarche des ballets occitans, qui avaient la prétention de porter sur scène des choses qui avaient été collectées sur le terrain. La rencontre avec Yves Paché à ce moment-là a été très déterminante puisque on a décidé ce soir-là, c'était un soir, de déposer auprès de la ville de Toulouse un projet de création d'un conservatoire occitan des arts et traditions populaires. C'était en 69. Pierre, tu dis Yves, mais ça n'était pas du tout Maurice. Parce que Maurice était le chorégraphe du ballet populaire. Yves et Maurice. J'ai dit André. Ça c'est sûr, mais... Pardon, je me suis trompé, c'est pas Yves. C'est Maurice. C'est André et Maurice. Ouais, ouais. Je confonds avec Yves, qu'on a connu aussi plus tard, mais qui lui n'était pas dans cette feuille de lien. Ces disciplines-là, plutôt contraire. André et Maurice Paché. Pardon pour les erreurs. En 69, Françoise Dague, Auguste Doriac et moi, on rédige un projet de conservatoire occitan des arts et traditions populaires qu'on dépose auprès de la ville de Toulouse. En 70, les circonstances nous ont été très favorables. Le projet est accepté, on nous alloue un local et une subvention pour payer 3 personnes. C'est énorme, miraculeux. C'est un vrai miracle, laïque. Bien sûr, l'objectif c'était, comme l'UPCP, c'est-à-dire de démultiplier les actions via l'unité d'un groupe folklorique qui ne fait que montrer des choses, et d'essayer d'intensifier des recherches, d'initier des recherches sur le terrain, et de diffuser les résultats.
Mais au grand public, c'est-à-dire que les gens ne sont pas obligés de mettre un costume, d'apprendre, de faire partie d'un spectacle. Voilà, ça se passe en 70. Premières activités du Conservatoire Occitan, fin 70. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Les premières enquêtes. Vers les premières enquêtes. J'essaie de rester dans la thématique du premier thème, vers le terrain. Vers les premières enquêtes. Les ballets occitans existent toujours. Moi, j'ai eu les deux casquettes pendant quelques années, jusqu'en 1974, chorégraphe des ballets occitans et faisant partie de l'équipe dirigeante du Conservatoire occitan. Au Fénétra, fête folklorique à Toulouse, on voit un groupe de lecteurs. Alors moi, il faut que je dise au préalable que j'avais une grande frustration parce qu'au ballets occitans, on n'avait aucun tableau sur la Gascogne. Aucune enquête n'avait été faite sur ce pays qui, moi, m'était très cher par mes origines. Les Corbefins sont originaires du Mas d'Agenais, en Agenais-Gascon, etc. Donc, au Fénétra, on voit un groupe de lecteurs, les troubadours de la Lomagne, avec des jeunes et des garçons et filles, rien d'extraordinaire pour un groupe folklorique, sauf que il y avait parmi eux 3, sinon 4 hommes très âgés, enfin âgés, dont un, Alphonse Requeur, qui était un danseur magnifique. Je crois que c'est un des premiers très beaux danseurs de rondeau que j'ai vu. Je m'aperçois que j'ai loupé une étape, tant pis. J'avais vu un danseur de rondeau chez moi en Lot-et-Garonne, le grand-père de René Molinier, pour ceux qui le connaissent. Barthélemy Molinier, né après ça en 1888, qui un soir, pour nous faire plaisir, nous avait fait 3 allers-retours de rondeau. J'avais été complètement émerveillé par... je ne m'étais pas du tout imaginé que ça pouvait être ça. Les images que me faisait de cette danse ne correspondaient pas du tout à ce que nous a montré ce vieil homme avant de s'écrouler sur sa chaise, parce que redanser le rondeau 50 ans après un gueuleton. Ouais. 50 ans. Oui, facile. Premières enquêtes, je disais. Cet Alphonse Requeur, on a eu envie d'aller le voir. On a été à Lectoure, on les a rencontrés plusieurs fois. Ça a été nos premiers éléments de danse gasconne. Une autre enquête a été importante aussi à Mirepoix, où là, ce n'était pas des gens d'un groupe folklorique, mais des gens. Françoise Dag connaissait une dame à Mirepoix, mademoiselle Malone, qui nous a dit « Mais ici, il y a des gens qui sont encore capables de danser le rondeau. » On y est allé. Voilà l'accordéon. Et il y avait un musicien sur place, Cachetou, tu vas me dire si je me trompe, Tarieux. Ça te dit quelque chose? Tarieux de Mirepoix, c'est ça? C'est ça. Il y avait un accordéoniste et des danseurs. On a un film, superbe, sans son. C'est pas le seul. Hein. Non, mais on était sous-équipés, il faut savoir. C'était en 1971 ou 12. Mirepoix. Et puis arrive un moment extrêmement important, je pense qu'il a été quasi historique. Alain Cadeillat en a parlé déjà, peut-être Pierre aussi. Un matin au Conservatoire occitan, on est en réunion, la porte s'ouvre violemment, un type rentre et nous dit, avec une impétuosité qui était un des traits majeurs de son caractère, on a pu s'en apercevoir par la suite. Maurice Aubes, je suis Maurice Aubes. Je suis de Saint-Matan, dans le Savès, le Gers, tout près de Toulouse, 50 km. Je suis inséminateur. Je travaille sur 10 ou 12 communes autour de Saint-Matan. Je peux vous dire que tous ces gens, non seulement ils parlent, les plus de 60 ans, ils parlent gascon, ils savent danser, ils savent chanter. Si on les réunit, ça va être terrible. Il disait, c'est une expression qui lui était familière, ça va être terrible. Mais on n'a pas de musiciens, on a besoin de vous. Ils venaient pour ça, ils venaient pour que on aille là-bas en tant que capable de faire danser ces gens-là. D'accord, bien sûr. On y a été. Une première Hestejade a été organisée, ça devait être en 73, là, je dis un peu, j'aurais dû voir mes notes avant de venir, mais je pense, je suis sûr, pratiquement sûr que c'était en 73.
L'avenue Maurice, c'était en 72. Là, c'est mis en place. Moi, ce que j'ai pris l'habitude d'appeler les années Samatan, ça a duré à peu près une décennie. Et ces gens, de plus en plus nombreux, parce que le bouche à oreille fonctionnait, ils se le disaient entre eux. Et à peu près une fois par mois, ils se réunissaient et ils ont petit à petit retrouvé tous ensemble les répertoires des bandes de leur jeunesse, puisque ces gens, ça se passait au début des années 70, les plus vieux étaient nés en 1880 et quelques. Donc fin du 19e, début du 20e. Les plus jeunes étaient nés immédiatement après la guerre de 14. Et ils nous ont redansé un répertoire qui allait du fort le plus ancien, les rondeaux, jusqu'au Charleston, arrivé après la guerre de 98. Pour eux, tout ça, c'était sur un pied d'égalité. Encore que, les rondeaux, c'était quand même pour eux quelque chose qui, de toute évidence, avait un statut particulier. À la même époque, je ne me souviens plus qui m'avait parlé de la vallée d'Ossau, peu importe. En 73, même année, en revenant de Saint-Jacques-de-Compostelle, où on avait été non pas pour des raisons religieuses, mais pour essayer de faire reconstruire la Budègue pour le musée de Languedoc. C'était un échec d'ailleurs. Quand le luthier de Gaitas Gallegas a vu le bourdon de la Budègue, il nous a dit, les gars, vous avez vu mes outils à moi? La gaïta est minuscule. Comme on n'avait aucune expérience, on s'était imaginé qu'un mec était capable de fabriquer des gaitas gallegas pouvait construire des Budègues du Haut-Languedoc. Bon, bref, je dis ça parce qu'au retour de cette épopée, on s'est arrêté à la Reims où Maurice Roux nous avait donné rendez-vous. Mon premier contact avec la vallée d'Ossau et avec les danseurs d'Ossalois a été aussi un choc esthétique et humain très important. J'ai vu des gens, c'était les plus vieux, comme quoi, qui dansaient en apesanteur sur les répertoires locaux, le branle et les sauts. Et ça a été pour moi évidemment un moment très important puisque j'y ai fait la connaissance de Mme Ourcot, qui était la responsable du groupe de Biel, puis à la Lausa, que je suis revenu voir. Je me suis lié d'amitié, j'ai eu la chance de me lier d'amitié avec Sylvain Gavin, un danseur magnifique. Et mon aventure avec la vallée d'Ossau n'est pas finie, puisque là j'anticipe un peu sur cet après-midi, puisque j'ai la chance d'aller voir assez régulièrement, grâce à Christiane Mousquet, Irène Cazenave, la sœur de Pierre Arius Mesplé, danseur, chanteur de Biel, assez extraordinaire. Je suis passé un peu vite, je te regarde Pierre et je vois, et je repense à l'adjectif que tu as employé tout à l'heure, des gens magnifiques. À Samatan, il y avait des gens magnifiques, en Vallée d'Ossau aussi, bien sûr. André Dretz, un danseur qui avait pour lui, son bonheur, c'était de transmettre. Il nous le disait d'ailleurs. Il était très heureux que des jeunes cons, comme on dit à l'époque, s'intéressent à des choses qu'il n'avait jamais imaginé que ça pouvait avoir de l'intérêt pour d'autres personnes que lui quand il était jeune. Il avait à cœur de montrer autant que possible ce qu'il savait. Et puis les deux musiciens que tu as cités, l'IACP et Ernest Lyon, qui dans des genres très différents. L'un né en 1900, l'autre en 1901. L'IACP avait un an de moins que Ernest Lyon, de l'appeler le vieux. Je ferme la parenthèse. Excusez-moi pour les parenthèses, mais c'est difficile d'évoquer ces moments-là sans sombrer dans l'anecdote. 1974, je suis allé un peu vite, peu importe. 1974, rupture, pour moi, je quitte le Conservatoire Occitan en désaccord sur la ligne générale, voulue par mes collègues. Je décroche le poste de directeur du centre culturel de Villeneuve-sur-Lot, où j'ai passé 9 ans. Et c'est là que
1975, je propose la création d'une association. C'est en dehors de mon boulot, hein, de façon totalement bénévole. La création d'une association qui existe toujours, la CPA, Association pour la culture populaire à Angers. Suite à mon désir de mettre ensemble toutes les énergies qui étaient représentées par des gens qui sont autour de cette table, Alain Cadillan par exemple. J'avais connu au Conservatoire Occitan quand il venait relever les mensurations de la boule. Pierre Boissière qui arrivera un peu plus tard. Les gens de Perlimpinpin en général, les gens des groupes occitans qui s'étaient créés en Lot-et-Garonne à cette époque-là. Attal, Loupifre, un groupe très important, j'en reparlerai peut-être. Ce qu'on a voulu faire, j'arrivais de Toulouse avec cette expérience de Samatan qui était en cours, qui était en plein dynamisme. Elle débutait, elle avait 2 ans. Tout va bien. Et tant mieux. Avec cette idée que ce qui était possible à Samatan était possible ailleurs. À savoir, on pouvait, si on rassemblait les gens les plus âgés, et si on les mettait dans les conditions des balles de leur jeunesse, on pouvait espérer qu'ils nous montreraient ce qu'ils avaient dansé quand ils étaient jeunes, et en particulier le rondeau, puisque le rondeau était quand même la danse vers laquelle mon cœur penchait. Oui et non, ça a marché, oui et non, plutôt non, parce qu'on n'a jamais pu refaire ailleurs ce qui s'est passé à Samatan. Samatan, ça reste une décennie prodigieuse qui s'est arrêtée parce que les générations qui ont suivi ceux qui venaient danser tous les mois a continué à manger du canard sans se lever de la table et à regarder la télévision. Et pour l'instant, Samatan, j'extrapole. Je le sais parce que j'ai rencontré des gens qui l'avaient fait. Si vous demandez aux gens, le rondeau de Samatan, ça vous dit quelque chose? Et la mazurka de Samatan, ça vous dit quelque chose? Rien. Rien pour l'instant. L'histoire n'est pas finie. Je me suis un peu perdu, mais c'est joli. Commencer un petit peu la... Je ne peux pas. Deuxième rupture à 83, je quitte Villeneuve-sur-Lot parce que la municipalité qui avait changé ne me trouvait pas du tout présentable. Et chance, je reviens au Conservatoire Occitan où le poste de directeur était disponible. J'ai postulé, je l'ai eu, et j'y suis resté jusqu'à mon départ à la retraite en 2003, 1er janvier. On a repris les enquêtes qui étaient en cours, je vais essayer d'aller vite, avec Maurice Horus sur le SAVES, mais la décennie était passée depuis longtemps, on est allé voir les ACP, Andrea Bédet. Qu'est-ce que je veux parler? Antonia venait. Avec Christian Mousquet, je suis revenu en Vallée d'Ossau, mais là, l'enquête s'est remise en route de façon très satisfaisante, puisqu'on a fait des films, etc. Avec Bénédicte Bolmazon, la documentaliste du Conservatoire Occitan, avec laquelle je suis allé en Lomagne, en particulier plus tard dans d'autres régions. Et puis on a ouvert d'autres enquêtes, toujours sur la Gascogne. Je peux citer Jean-Pierre Cazade, qui s'est souvent joint à nous en tant qu'ingénieur du son. Jean-Pierre Cazade était un musicien historique du groupe Perlimpinpin qui demeure à Puy-Mirol, dans le Lot-et-Garonne. Pour le voir, il faut aller là-bas. Et encore. 2002, je pars à la retraite. J'ai été très vite sur les enquêtes là, de cette période, de ma deuxième période au Conservatoire Occitan, parce que j'ai dû largement dépasser les 10 minutes, évidemment. Depuis que je suis à la retraite, je n'ai pas cessé les enquêtes, mais de façon évidemment beaucoup moins intensive. Les enquêtes que j'ai menées personnellement n'ont jamais été intensives. Sauf peut-être à Samatan, où pendant 10 ans, on a pu observer des gens qui dansaient le même répertoire. Mais malheureusement, on possède peu de documents filmés. On a surtout
coût du son. Et nos mémoires, ce qui est relatif. Pierre Boissière a fait allusion aux enquêtes qu'il a menées sur le territoire de la communauté de communes dans laquelle je réside, Lot et Tolza. Je me suis joint à lui quelquefois, on a rencontré des gens superbes, Suzanne Marsalet. J'ai lu quelques informations sur le brand du Haut-Agenais qui sont venues s'ajouter à celles qu'on avait déjà. Et je prolonge, je l'ai dit tout à l'heure, l'enquête en Vallée d'Ossau, en allant voir régulièrement une dame qui a 92 ans, je crois, qui est née en 1924, Irène Cazenave, encore capable de danser, mais surtout qui a une intelligence et une culture très autodidacte, la culture, et qui porte sur les danses de ce répertoire de cette vallée et son évolution, leur évolution, un regard qui est superbe. Pour terminer, je vais prendre une minute ou deux de plus pour dire que ces gens, comme le disait Pierre, nous ont pas seulement appris des danses, des musiques, des chants, nous ont aussi transmis, sans le vouloir, une manière d'être tout à fait magnifique. J'aime bien l'adjectif. Ça fait magnifique. Merci. Aussi merci pour l'éducation et les précisions autour de Samatan. Je crois que des gens comme moi, on se sent dans l'imaginaire autour de Samatan, comme tu l'étais, toi, dans ta relation avec tes grands-parents autour du rondeau. On a tous entendu parler de ce moment de Samatan, tant il a été fort, que ce soit au niveau de la connaissance, au niveau des répertoires de ces danses, mais intense également sur un plan humain, et tant il a porté l'élan et la dynamique que vous avez tous connus. Donc c'est aussi émouvant pour nous de entendre ces moments-là aujourd'hui. Et merci aussi pour ces témoignages qui posent le lien entre le Poitou-Charentes-Vendée et ici. Tu nous as parlé de la vallée d'Ossau, et je vous propose de rester dans les vallées. On va du côté de chez Marcel. Juste une question pratique. Vous voulez un peu de café ou de... On peut continuer dans 2 minutes. Elles ont fait des 10 minutes de pause. On pourra déjeuner mais pas plus. Mais le café n'est pas prêt. Donc on va peut-être écouter Marcel. Oui, mais moi je ne suis pas aussi bavard. Hein. Moi, j'ai été journaliste, j'ai plus l'habitude de prendre des notes et de poser des questions que de parler en public. Alors voilà. Ils ont toujours le sarcasme près. Bon, voilà, moi je suis né à Ordiac, à côté de Moléon, dans le pays de Soule, Pays basque évidemment. Ma langue maternelle est basque, est le basque. Mes parents étaient agriculteurs et même forgerons en ce qui concerne mon père. J'ai quand je suis entré à l'école à l'âge de 5 ans, je ne parlais pas un mot de français et voilà. Je suis marié, père de 2 enfants, mais quand j'ai fait le collectage dans les années 90, je n'en avais qu'un. Formation assez légère, puisque j'ai un baccalauréat littéraire. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une radio locale d'expression basque, quand il y a eu l'éclosion des radios locales dans les années 80, avec l'arrivée de François Mitterrand. Et donc là, par la formation professionnelle continue, je suis devenu journaliste et j'ai fait ma carrière comme ça. Mais c'est justement dans le cadre de ce travail à la radio que je me suis rendu compte qu'il y avait un trésor qui était en train de disparaître en Soule. C'était la façon de chanter traditionnelle du Souletain, bon, pour aller très vite, le chant a cappella qui était la façon de chanter des Souletais à l'époque, était en train d'être complètement enterré par l'arrivée des musiques, du folk et l'arrivée du rock basque ensuite, et tout ça
était en train de disparaître. C'est un constat que partageait mon frère, qui lui, contrairement à moi, est chanteur et qui a une grande culture dans le domaine du chant. Et c'est comme ça qu'on a décidé on faisait aussi, on faisait partie d'une association qui s'appelait Chuasia, dont la vocation primaire était la promotion et la promotion de la langue et de la culture basque, et on a décidé de lui donner une autre orientation pour essayer de faire quelque chose tant qu'il y avait des chanteurs traditionnels encore en vie, encore en activité. Et c'est comme ça qu'on a monté un petit groupe de travail pour essayer de voir comment on pouvait fonctionner. On a eu la chance dans ce groupe de travail d'avoir un chanteur qui s'appelle Benyata Chéri, que beaucoup connaissent ici certainement, et dont le carnet d'adresses était immense et qui nous a ouvert beaucoup de portes, dont celle du directeur, je crois, des musiques traditionnelles au ministère de la Culture, qui était Michel Delannoy, et qui nous a, grâce auquel on a pu avoir un subventionnement important, que ce soit pour le fonctionnement et même pour l'équipement. Et donc ici on a pu s'équiper de ce qui venait d'apparaître à l'époque, les cassettes, les enregistrements DAT, les cassettes qui étaient numériques déjà. Et on a fait cet équipement, mais Michel Delannoy a exigé de nous qu'on se mette en contact avec l'association bretonne d'Astoum pour qu'il nous explique un petit peu, enfin, pour qu'il nous forme un peu au collectage. Bon, je crois que c'était aussi un moyen d'aider l'Astoum qui avait des difficultés à l'époque, c'était un arrangement, mais bon. C'est un système qui a fonctionné, puisqu'on est allé à une petite équipe en Bretagne se passer quelques jours pour voir un peu comment il fonctionnait. Et j'ai pu donc me consacrer, tout en gardant mon boulot à la radio, j'ai pu me consacrer à mi-temps sur le travail de collectage pendant 3 ans. On savait qu'il y avait des enregistrements qui avaient été faits dans les années 60 et même avant en ce qui concerne ceux des ATP, puisque Claudie Marcel Dubois et Maggie Andral avaient travaillé en Pays Basque en 2 missions, je crois, en 1946 et un peu plus tard. Donc il y avait déjà des trésors au musée des ATP, mais on savait qu'ils étaient inaccessibles. Il y avait Guilcher aussi qui avait aussi pendant plus longtemps. Oui, Jean-Michel Guilcher, mais il a surtout travaillé sur la danse, lui. Et il a fait un pavé qui s'appelle « La tradition de la danse en Pays Basque français et en Béarn », qui est un monument, quoi. Hein, qui est, voilà, il avait fait, mais surtout sur la danse. Sur la danse. Et puis après, Guilcher, c'est un bouquin. Et à ce bouquin, il manque quand même, il y a les partitions et tout ça, mais il manque le son aussi. Ça, c'est la critique que faisait un cinéaste du CNRS aussi, je ne sais pas si vous le connaissez, Jean-Dominique Lajoux, oui. Voilà, et qui lui a fait des films aussi chez nous sur les mascarades et sur pas les pastorales, je crois, mais enfin, sur toute la tradition de la danse. Donc il y avait un boulot essentiel qui avait déjà été fait sur la danse, et sur le chant, ça restait à faire. Et puis après, on savait qu'il y avait un trésor aussi chez un gars qui s'appelait Shimon Aran, qui est mort il y a 3 ou 4 ans, qui était un joueur de pelote très réputé, qui a été champion du monde de pelote basque à main nue, et qui était pharmacien, ce qui fait qu'il avait quelques moyens. Et quand il jouait dans les frontons du Pays Basque et de chez nous, de Soule, déjà dans les années 60, on lui disait, tu vois, celui-là, ceux qui chantent là, c'est après lui, quand il sera mort, c'est fini. Et comme il avait les moyens, il est allé en Allemagne, il s'est acheté un magnétophone UR. Dans les années 60, il n'y en avait pas en France. Il a entré en contrebande pour ne pas payer les droits de douane. Et il a fait des enregistrements comme ça pendant quelques années. Et ces bandes, ils avaient fait un disque à l'époque, mais c'est tout.
Et toutes ces bandes dormaient chez lui. Et nous, on savait qu'elles dormaient chez lui. Et notre chance, c'est que Shimunara et mon frère étaient très amis. Et donc, on l'a contacté. Il nous a donné toutes les bandes qu'il avait. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne savait pas du tout ce qu'il y avait dans ces bandes, puisqu'il les avait rangées chez lui, mais sans rien marquer dessus. Et ça, dans quelles années, pardon? Comment? Dans quelles années il avait enregistré? Il avait enregistré dans les années 60. C'est pour ça que c'est très important. Et donc, la récupération de ces bandes, ça a été mon premier boulot. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui fait partie de la deuxième partie de notre rencontre, parce que après le collectage, comment on l'a fait, tout ça, c'est plutôt dans la deuxième partie. Oui. En gros, c'est ça. C'est voilà. J'ai juste deux petites questions. J'avais discuté, je pense, avec votre frère au téléphone il y a quelques années. Et donc, vous aviez eu un contact avec Michel Delannoy. Il n'y en avait pas eu un, lui, en tant que chanteur, avec Bernard Lorta-Jacob dans les années 80? Oui, certainement, oui. Mais là, D'accord, oui, il y avait déjà un lien en plus. Oui, il connaît beaucoup plus de monde que moi dans tout ce domaine-là. Et le chant a cappella, c'est quoi? C'était du chant plutôt avec un seul chanteur ou aussi des groupes de chanteurs? Non, c'est surtout un seul chanteur ou un duo. Surtout ça. Et quand je dis chant a cappella, il y a aussi, il y avait aussi la façon de chanter sur le quart de ton qui était aussi spécifique à la soul. Et bon, ça c'est un peu plus compliqué tout ça. En fait, le café est en train de couler, donc on va le laisser couler encore un peu. Vous pouvez quand même faire 5 minutes de pause tout de suite. Je peux répondre à des questions si vous voulez, parce que... Si vous permettez, je voudrais compléter ce que j'ai dit tout à l'heure en écho à ce qu'a dit Marcel. La rencontre avec Jean-Michel Guichard, pour moi, a été capitale. À bien des égards, et en particulier au premier chef pour le collecteur. Elle s'est fait quand, la rencontre avec Jean-Michel Guichard? Je suis allé le voir au début des années 70 pour lui demander, j'avais pris contact avec lui avant par courrier, il m'a superbement reçu, pour lui demander si un témoignage que j'avais recueilli en Bigorre sur la danse du Bayard, qu'est-ce qu'il en pensait? La danse du Bayard, c'est un peu compliqué, il faut rentrer dans les détails, ce qu'on n'a pas le temps de faire ici. La Esquez-Serre, une danse spécifique d'un village qui se dansait tous les 5 ans. Il m'a dit, quel âge a votre informateur? Je crois que c'est la première fois que j'entendais le mot informateur. J'ai dit, j'ai plus vers 55 ou tout comme ça. Il m'a dit, donc ça n'a aucun intérêt. Il m'a expliqué pourquoi. Ça a été ma première leçon. Sur cette parole, on s'accorde à... Ouais,